Urgence climatique, féminisme, antiracisme, le média digital Mieux publie du contenu engagé en Suisse romande. Comment sortir de l'approche des médias traditionnels et faire du journalisme engagé? On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse au travail d'une nouvelle génération de jeunes engagés. Sur le média Mieux, on parle d'enjeux écologiques, mais aussi d'enjeux sociétaux comme le féminisme ou l'antiracisme. Comment faire pour porter la voix de ces luttes et encourager les autres personnes à agir? J'en discute avec Alexia Tissière. Bonjour. Salut Damien. Alexia, tu connais bien les institutions politiques puisque tu as été formée en droit et tu as aussi un travail très engagé via le média Mieux. On va en discuter en détail, mais d'abord, j'aimerais regarder la bande-annonce d'un documentaire que tu as toi-même réalisé sur l'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété, c'est quelque chose d'assez complexe. Ouais, il y a plusieurs émotions différentes par lesquelles se traduit mon anxiété. Ce que ça veut dire dans les années qui vont suivre, en termes de conflits sociaux, de guerres, d'injustices. J'ai eu un petit passage un peu d'éco-dépression. C'est tellement énorme à juste imaginer que la société telle qu'on la connaît aujourd'hui pourrait à un moment donné, entre guillemets, s'effondrer. Ce sont des émotions qui sont légitimes, normales, adaptées, puisqu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer de potentiellement dangereux, de menaçant, et elles devraient nous pousser, ces émotions, à aller vers l'action. Donc c'est le premier docu que vous avez réalisé à Mieux. Il a été diffusé l'année passée, notamment au Festival du film vert. Du coup, nous, on s'est posé la question, est-ce que toi-même, tu es éco-anxieuse? Je suis éco plein de choses, parce que comme c'est bien expliqué dans le documentaire, et on pourra en reparler, c'est un terme qui regroupe en fait un panel d'émotions. Mais effectivement, je ressens de l'angoisse par rapport à ce qui peut arriver à l'avenir, mais aussi ce qui arrive déjà actuellement dans d'autres parties du globe, en colère. Vraiment, je ressens plein d'émotions aussi par rapport à... Donc le terme anxiété est un peu fallacieux, parce que c'est pas juste de l'anxiété, c'est aussi... Tu l'as dit, de la colère, quoi d'autre? Ça peut être de la colère, de la tristesse, du désespoir, de l'injustice, un sentiment d'impuissance. Enfin, il y a vraiment énormément d'émotions qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Il y a d'autres termes aussi qui sont peut-être parfois plus précis. On peut parler parfois de solastalgie, qui est la tristesse de la perte de nos milieux de vie. Donc de collapsalgie, qui est une sorte de peur de l'effondrement. Si on croit à cette notion qui est un terme un peu barbare, mais qui en fait veut simplement dire que les conditions... de base d'une population comme la nourriture, le chauffage, etc. sont plus garantis. En tout cas, nous, chez Mon œil, on a trouvé super intéressant cette notion d'éco-anxiété. Elle nous interpelle et nous questionne. Et on a à ce sujet une vidéo de Frédéric Lordon, qui est un économiste bien connu des milieux, en tout cas de l'économie un peu plus alternative, on va dire, avec des gros guillemets. Je te propose de regarder un petit extrait d'une conférence qu'il a faite pour Le Courrier. Eh bien, Louis Billadan du Courrier, il me demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non, puisque moi j'ai une idée du système des causes, et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez, parce que, vous voyez, renverser le capitalisme... Alors, en même temps, c'est pas très précis, mais quand même, si, c'est assez précis. C'est plus précis que dire on va faire le Green New Deal ou on va trier nos déchets. C'est beaucoup plus précis. Mais au moins, c'est la direction, vous voyez, voilà. Donc, ne soyez plus éco-anxieux. C'est un peu bouffon la manière dont je vais vous le dire, mais je vous invite à être, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Éco-furieux, ça au moins, vous voyez, on fait quelque chose de précis quand on est éco-furieux. Donc, voilà. Donc on le voit, Frédéric Lordon n'aime pas trop ce terme. Tu en penses quoi? Tu penses qu'il faut aussi être éco-furieux comme il le suggère? Je pense qu'on peut être plein de choses. Je pense que là où je suis d'accord avec lui, c'est que dans le début de cet extrait que j'avais quand même déjà visionné, dans le cadre de quand je préparais donc ce documentaire, il nous parle surtout du fait que l'angoisse, donc qui est plus précis que l'anxiété, c'est une peur diffuse ou une peur, soit d'un danger diffus, soit d'un danger dont les causes sont diffuses. Et ce qu'il vient nous dire ici, c'est qu'effectivement, c'est pas diffus dans le cadre du climat. On sait très bien les causes de ce danger et les solutions en plus. Donc, en fait, effectivement, l'angoisse, c'est pas... Là, on sait très bien. Donc, je suis d'accord avec lui du fait que
avec ce terme, on oublie souvent quelles sont les causes et on n'apporte pas des vraies réponses à ces personnes. C'était aussi l'idée avec le documentaire, d'essayer de montrer différemment ce que c'est l'éco-anxiété et surtout montrer qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y avait quand même eu déjà d'autres médias qui s'y étaient intéressés, de manière, à mon avis, un peu trop stéréotypée, des gens où on a l'impression qu'ils sont vraiment en dépression, ce qui arrive fondamentalement, mais la majeure partie des jeunes ne sont pas en dépression. C'est quand même quelque chose qui est supportable au quotidien. Et surtout, ne montrez pas qu'en fait, c'est un sentiment qui doit servir à quelque chose. Bien sûr. Donc là, je suis d'accord avec lui dans le fait que ça nous mène vers l'action. C'est, l'émotion dans son étymologie, c'est se mettre en mouvement. Et effectivement, une émotion, le but, c'est d'agir. C'est de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on sent telle chose. C'est une information par rapport à notre environnement. Parce que Frédéric Lordon, il n'est pas content parce que ça dépolitise le propos, mais dans ton documentaire, tu essaies clairement de faire que les gens se mettent en action et se politisent et organisent des mouvements, des collectifs. Alors, je suis complètement d'accord avec le fait qu'on dépolitise régulièrement grâce à des mots et que c'est une tactique qui est régulièrement utilisée. Mais j'ai plein d'autres exemples que éco-anxiété. On parle de perte de la biodiversité, comme si elle avait disparu ou de disparition des espèces, alors que je préfère parler d'extermination des espèces, parce que de nouveau, l'extermination, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui extermine. Donc, on peut rementionner qui c'est qui est à l'origine de cette destruction du vivant. On parle également de dérèglement de nos conditions de vie sur Terre, et on les qualifie de changement climatique comme si c'était un pur changement. On parle de transition comme si c'était quelque chose de doux et alors une petite promenade de santé. Alors qu'on est dans un vrai changement de paradigme. Donc en fait, c'est pas réservé à l'éco-anxiété d'être dépolitisé. Par contre, je pense que là où je le rejoins pas uniquement parce qu'il finit par nous dire je suis éco-furieux, en fait, non, on n'est pas tous furieux. Certains sont complètement déstabilisés, se sentent impuissants, se sentent tristes. Enfin, il y a plein d'autres émotions. Puis il n'y a pas seulement la colère, c'est la sienne. La colère, c'est une des meilleures émotions pour se mettre en mouvement. Mais en fait, il y a tout un panel qu'on doit reconnaître. Et puis, pour moi, elles ont toutes la même réponse, c'est agissons, faisons quelque chose de ces émotions. Ça doit être un terrain fertile pour l'action. Et ensuite, généralement, elles s'apaisent. Paradoxalement, elles peuvent aussi revenir, c'est quand même des vagues. Je crois que c'est pas quelque chose de linéaire. Effectivement, quand on s'engage, on va de plus en plus s'intéresser au phénomène, donc on va aussi comprendre plus de choses, ce qui peut être source d'angoisse, encore une fois. Mais à chaque fois, c'est renouveau, commencer à agir, se lier avec des gens qui comprennent et puis avoir l'impression qu'on peut faire avancer les choses. Alors avec ton documentaire sur l'éco-anxiété, tu invites les gens à agir. Là, tu es derrière la caméra, mais tu te mets aussi devant la caméra. Je te propose de regarder un extrait de ce que tu produis sur le média Mieux. 13 mai, la Suisse a atteint ce qu'on appelle le jour du dépassement. Ça signifie que la population a consommé davantage de ressources que ce que la Terre peut renouveler en un an. Il faudrait donc 2,8 planètes si tout le monde vivait comme nous. Mais on n'en a qu'une. On parle souvent du dérèglement climatique comme d'un mal humain. On qualifie même la nouvelle période géologique d'anthropocène, avec anthropo qui signifie être humain justement. Mais le jour du dépassement, c'est aussi l'occasion de rappeler que la population mondiale n'existe pas. Dire que la catastrophe climatique est d'origine humaine, c'est diluer les responsabilités. Le Qatar a consommé les ressources terrestres à sa disposition le 9 février, la Suisse le 13 mai et l'Indonésie le 18 décembre. Et non, c'est pas l'humain le problème. C'est notre système productiviste, consumériste, croissanciste, bref, notre système économique, gentiment appelé le capitalisme. C'est pourquoi certains préfèrent parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène. Et ouais, les parts de responsabilité dans la destruction du vivant sont réparties de manière aussi inégale que le fric et la nourriture sur cette planète. Dans cet extrait, tu fais des propositions, tu identifies les causes et tu parles de capitalocène. Est-ce que tu as l'impression que la nouvelle génération qui arrive est plus consciente de ces enjeux et de leurs causes ? J'ai du mal avec l'idée d'encenser la jeunesse militante et de l'opposer aux vieux qui font rien, en gros. Je crois que je partage cet avis aussi. Ouais. Dans le sens où je pense qu'effectivement, il y a des jeunes qui vivent de manière très sobre, qui militent, qui ont vraiment un engagement, qui essayent de retrouver des valeurs qui font sens. Mais il y a aussi des jeunes qui rêvent du voyage en avion de Jeff Bezos, qui émet un nombre incalculable d'émissions qu'1 milliard de personnes n'émettront jamais dans leur vie en 10 minutes. Il y a des jeunes qui rêvent de voyage en avion, de SUV, enfin, il y a tout. Et puis chez les vieux, et les personnes âgées, il y a de tout aussi. Bien sûr. Donc effectivement, j'aime pas vraiment opposer les choses. Après, effectivement, on a décidé de parler à notre génération, qui, je pense, est déjà moins liée parfois par certaines
considérations toutes simples, une vie familiale, un budget à gérer, une organisation plus compliquée, un travail qui est déjà prenant. La jeune génération, je pense qu'elle a cette liberté de pouvoir aussi parfois parler plus directement, et puis certains idéaux. Je pense que quand on a 20 ans, effectivement, on rêve de changer le monde, et puis on avait un peu envie de parler à cette génération qui est délaissée par les médias traditionnels et à laquelle je pense qu'on arrive mieux avec laquelle on arrive mieux à communiquer puisqu'on en fait partie. Donc parlons-en de ce média, le média mieux, on en parle depuis le début. Vous l'avez créé en 2019, c'est sur des plateformes comme Instagram et YouTube que vous commencez. Vous avez aussi un site web. C'est des dizaines de milliers de vues sur des thématiques engagées, avec un centrage qui est quand même autour des questions écologiques. Moi, au début, quand je regardais vos vidéos sur YouTube, vous faisiez un décryptage du programme politique des partis suisses. Déjà, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais ça vient d'où, à la base, cette idée de créer un média ? Ça vient d'une graine qui a germé, donc comme quoi parfois les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils plantent. C'était une formation organisée par l'Alliance climatique suisse, qui est un regroupement de plein d'organisations environnementales. Et elle avait organisé donc une formation s'appelant Faire le buzz pour le climat. Et l'idée était donc d'apprendre à faire des vidéos pour mettre en avant les luttes climat-écologiques. Et la formation a été dispensée par Vincent Verza et Victor Vauquois, qui étaient les deux membres de la chaîne YouTube Partager c'est sympa, qui est très connue en France. Et donc voilà, je suis allée à cette formation sans grande prétention. Je faisais de la vidéo avant par intérêt personnel, mais sans grande prétention. Et puis effectivement, en sortant de cette formation, je me suis dit, soit comme tous ces trucs, t'en fais rien, puis super, ça passe, soit tu trouves un projet. Et là, pendant 2 semaines, j'étais obsédée à l'idée de trouver un projet et faire quelque chose avec ça. Et puis forcément, période électorale, j'entendais en permanence certains partis se dire vert, ça me rendait un peu dingue. Et je me suis dit, j'ai envie de savoir ce qu'il en est pour moi, c'est dommage de travailler dans le vent et de pas en faire partager les autres. Donc pourquoi pas en faire des vidéos ? Et Thibaut, qui est celui avec lequel j'ai pu créer ce média, je l'avais rencontré dans la formation. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, Thibaut, est-ce que t'es partant ? On se connaissait pas et il était chaud. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Génial. Avec le média mieux, vous êtes parfois un peu critique de la façon dont est traitée l'information environnementale dans les grands médias. À ton avis, on est bien informé ? Non. Okay. Non, je suis très critique. Effectivement, c'est la posture de mieux. C'est d'être un média qui veut pas avoir cette posture traditionnelle. On croit pas à l'objectivité médiatique. Si on prend la charte de Munich, qui est donc la charte de déontologie du journalisme, il y a aucun de ces articles qui parle d'objectivité. Il parle de vérité, et la vérité en matière de climat, on la connaît. Et on la connaît depuis des années. Total connaît depuis les années 70 que ces émissions créent un réchauffement global du globe. Et la seule réponse, c'est la fabrique du doute. C'est des rapports qui viennent dénoncer que non, la corrélation ne serait pas exactement prouvée. Et ensuite, c'est du greenwashing à outrance. Aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'ils se lancent massivement dans les énergies renouvelables, alors qu'en réalité, il s'agit de 0,02% de leur financement en tout et pour tout. Et en parallèle, ils continuent d'investir dans des nouveaux projets pétroliers. Donc la vérité, on la connaît. Et effectivement, je trouve que les médias la mettent absolument pas en avant. J'ai été invitée, c'était très intéressant et je remercie la RTS pour ça, à leur conférence de presse il y a 2 ans, 2020 maintenant, si mes souvenirs sont bons. À la douce époque du Covid. Voilà, dans laquelle ils présentaient leur nouvelle ligne éditoriale. Ils voulaient mettre l'accent sur les jeunes et sur l'écologie. Et là, ils nous disent dans la conférence de presse qu'ils vont le faire avec des nouveaux formats. Et la plupart des formats, ou en tout cas tous ceux dont je me souviens vraiment, c'est des formats de divertissement. Je leur demande si l'époque du divertissement sur l'écologie est peut-être pas terminée, et on pourrait aussi vous parler un peu des causes et des vraies conséquences. Et on me dit non, mais vous voyez, il faut avoir une conception positive de la chose, il faut être optimiste, sinon les gens nous écoutent pas. Mais il me semble pas qu'avec la guerre en Ukraine, on ait été positif, qu'on a un traitement médiatique de bisounours. Il me semble pas que quand les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan, on a été positif avec un traitement médiatique souriant et divertissant. Donc je pense que la question climat, c'est aussi des vies humaines, c'est même une question de survie, en tout cas de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est pas une question de planète et d'ours polaires, et ça, on l'entend pas assez souvent. Donc, chez Mieux, vous ne cachez pas vos ambitions de faire un média engagé. Du coup, comment vous réconciliez avec cette posture d'objectivité journalistique qui prévaut actuellement ? Je pense que du coup, il faut d'abord signaler que
un journaliste, c'est pas un facteur. Il n'est pas là pour amener l'information d'un point A à un point B. Le journaliste, il prend une information. Il n'est pas neutre. Pour continuer dans cette métaphore, je prends une lettre, je regarde ce qu'il y a autour, j'ouvre la lettre, je la modifie, puis ensuite je la transmets à quelqu'un qui va en comprendre aussi d'une certaine façon d'autres choses. Donc on n'est absolument pas un facteur. Donc dans tout le processus, il y a des choix. Il y a un choix au niveau de quel sujet je traite, quelle est l'importance que j'y donne, mon temps d'antenne, qui c'est que j'interviewe, qui c'est que j'interviewe pas, sous quel angle, quelles sont mes sources. Enfin, il y a des choix à tous les niveaux. Donc effectivement, de toute manière, c'est pas objectif. Et pour nous, on croit davantage à la transparence, le fait de déjà donner ma position. J'ai des biais cognitifs, je fais tout ce que je peux pour les éviter. C'est pas possible de complètement les effacer. Donc vous faites des disclaimers des fois en début de vidéo pour montrer quelle est votre position et votre posture. Exact, un break transparent. Je pars du principe que mon audience, elle est assez intelligente, que c'est pas parce qu'elle est pas d'accord qu'elle va pas regarder, mais que en connaissant ma position, elle va pouvoir mieux juger mon travail. On parle aussi de transparence des sources. À chaque fois qu'on fait une vidéo, tout est sourcé, tout ce qu'on a trouvé. On essaye de remonter nos sources, même si c'est un travail long et coûteux. Forcément qu'il y a des erreurs de temps en temps, j'imagine. J'en ai pas. Enfin, si j'en trouve, c'est aussi de le souligner, de le dire ouvertement, on s'est planté, et de pas faire des conclusions hâtives, de penser contre sa propre pensée, de s'obliger à aller chercher des sources avec lesquelles je suis pas d'accord, de pas simplement être. C'est pour moi, le travail journalistique, c'est une méthode, c'est une manière de travailler, c'est un sérieux dans le travail, dans la recherche d'informations. Bien sûr. Bien sûr. Dans Mieux, vous parlez donc d'écologie, c'est central, mais vous parlez aussi de féminisme, d'antiracisme. Comment tu fais ces liens entre différentes luttes? Oui, alors c'est vrai qu'on se dit média intersectionnel. L'idée de base, c'est que ce média, c'est quand même nous, Thibaut et moi, maintenant moi et une petite équipe. Vous êtes combien? On est 5 actuellement. Donc l'idée, c'est quand même que ça nous représente. Effectivement, je traite des luttes qui me parlent. Je traite par exemple pas beaucoup de l'antispécisme, même si ça me parle, mais je suis pas complètement dans cette lutte-là. On en parle moins. Voilà. Donc ça reste quand même un peu, de nouveau, subjectif. C'est ma personne. Ensuite, comment est-ce qu'on fait le lien? C'est une question de minorité, toujours. C'est une question de quelles sont les personnes qui ont le moins de voix dans cette société. Et puis de nouveau, on essaie de prendre le contre-pied de ces médias qui ne traitent pas les sujets comme on aimerait qu'ils soient traités. Et puis après, l'intersectionnalité, il y a plein de... c'est très vaste. C'est l'idée qu'effectivement, les discriminations sont interconnectées, que certaines personnes, une femme noire, c'est plus compliqué qu'une femme blanche. Donc voilà, c'est aussi souligner ces liens-là. Et l'intersectionnalité, c'est pour nous une manière de briser un petit peu, si on peut, les bulles de pensée d'Internet. Effectivement, de nos jours, on s'intéresse à ce qu'on veut. On écoute peu la radio en l'allumant comme ça, puis en tombant sur le sujet du jour. On va souvent chercher le thème qu'on souhaite entendre, etc. Ça permet de faire des ponts. Exact, ça permet que le jour où je sors une vidéo Black Lives Matter, il y a peut-être des écolos qui vont se dire tiens, c'était pas un sujet auquel je m'intéressais, mais en fait, c'est pertinent, et vice-versa. Donc effectivement, ça permet de faire des ponts, et ensuite, c'est l'idée de dire unissons nos forces. En face, c'est quand même un bulldozer. C'est fort, on n'a pas les moyens, ni financiers, ils sont tous des professionnels, nous, on n'arrive pas à gagner de l'argent, et ça, c'est un immense problème dans les luttes. C'est très compliqué d'avoir des gens qui soient vraiment à 100% tout le temps là-dedans. Donc, unissons nos forces, puisque le premier début du chemin, c'est sûr qu'on peut le faire ensemble. Ensuite, on va avoir des divergences. Ensuite, on va discuter de détails. Mais le gros, on peut le faire ensemble. C'est passionnant. J'aimerais revenir un peu à ton parcours. Tu es avocate stagiaire, donc tu connais très bien les institutions suisses. Tu as écrit un travail de mémoire sur l'état de nécessité climatique, dont tu as d'ailleurs ramené une publication. On peut la montrer à l'écran. Donc tu connais les institutions, mais de l'autre côté, tu es très critique vis-à-vis de celles-ci. Ça va, tu arrives à vivre entre ces deux mondes? C'est fatigant, parce qu'il faut faire les deux. Il faut réussir à gérer un job à 100% et rentrer le soir et faire encore des vidéos, et faire des week-ends, des vidéos, des vacances, des vidéos. Sur le plan personnel, c'est usant. C'est usant aussi parce qu'on n'a pas d'argent avec Mieux, que tout ce que je finance, c'est ma propre poche. Qu'en étant avocat stagiaire, on n'a pas non plus un salaire mirobolant. À titre perso, c'est usant. Je pense par contre que du point de vue de mon travail, dans les deux cas, c'est ultra enrichissant. Ça me permet de rester connecté à ce monde qui n'est pas un monde uniquement militant. J'ai envie de pouvoir toujours réussir à communiquer avec mes opposants et opposantes, et pas simplement... il y a vraiment cette rupture sociétale aujourd'hui, ça devient très compliqué de réussir encore à se comprendre, tout simplement en tant qu'humain. Ça veut pas dire à être d'accord, mais simplement déjà à se comprendre. D'autant plus avec les réseaux sociaux. Exactement, et donc je trouve ultra important de réussir à discuter avec des juges qui sont vraiment pas toujours pro-climat, qui sont souvent aussi très âgés. Il y a une autre conception du monde, mais j'ai très bien pu discuter avec eux dans mes années de greffe.
J'arrive encore à discuter avec des avocats qui sont aussi totalement opposés. Et le but de mon mémoire aussi, c'était ça. C'était de montrer qu'un état de nécessité qui est admis dans un jugement, c'est pas uniquement une folie d'un juge. En fait, non, on peut y réfléchir. Il y a des raisons intéressantes derrière. Et donc, c'est aussi d'avoir ce pont. Je pense que j'arrive aussi à discuter avec des militants. Je peux très bien être dans une ZAD. Je me sens très à l'aise. Donc, j'ai cette faculté d'être à l'aise dans les deux milieux. Et voilà, c'est un clair à tout, c'est sûr. Pour rester dans le domaine un peu juridique, il y a de plus en plus d'États ces dernières années qui sont attaqués pour inaction face à l'urgence écologique, notamment les Pays-Bas ou la France. Tu penses que ça, c'est un levier qu'on peut actionner, le levier judiciaire ? Oui, je pense qu'il a qu'il est très intéressant. Il a des avantages certains par rapport au législatif. Le juge, il est obligé de prendre la question qu'on lui soumet, alors que le législatif peut ne jamais traiter un sujet. Le juge a un débat contradictoire en face de lui à armes égales, ce qui n'est absolument pas le cas dans un parlement. Et ensuite, le juge a une obligation de motiver. Donc ça, c'est 3 points qui font que le juge est très intéressant pour ces personnes qui n'ont pas un pouvoir immense au niveau des institutions plus classiques, notamment les jeunes. Et là, par contre, on en revient à ce qu'on disait, la jeunesse avant. La jeunesse est aussi en dehors de tous les pouvoirs. Enfin, on n'est pas dans les parlements, on n'est pas dans les lignes éditoriales, enfin les chefs éditoriaux des grands médias. Donc voilà, ça c'est sûr que la jeunesse, c'est un bon moyen pour elle d'essayer de faire porter une voix. Après, il faut quand même se rendre compte que souvent ces procès, le but, c'est une médiatisation. C'est d'en parler dans le public. Bien sûr. C'est pas uniquement le procès qui va... C'est des actions symboliques aussi. D'ailleurs, qui vont peut-être être menées en Suisse parce qu'il y a une association d'avocats pour le climat qui s'est constituée il n'y a pas longtemps. Tu penses que là, il y a des ambitions un peu similaires à ce qui s'est passé en France qui vont arriver ? Alors, je fais pas partie de cette association, mais de ce que j'ai entendu, effectivement, ils ont une volonté d'aller plus attaquer l'État. Il faut quand même rappeler aussi qu'il y a déjà l'action des aînés pour le climat en Suisse, qui est actuellement pendante à la Cour EDH, où c'est plusieurs personnes, de femmes âgées qui agissent contre la Suisse au motif qu'elle ne les protège pas alors que c'est une population vulnérable au changement climatique en raison notamment des grosses chaleurs, etc. Donc ça existe déjà. Mais effectivement, je pense que ça va se multiplier dans ces prochaines années. Je pense aussi que ce qui va être intéressant, et il me semble que l'association a parlé de ça, c'est d'agir aussi contre les entreprises. Les entreprises ont quand même une immense responsabilité. Elles sont au courant de ce qu'elles font. Elles ne changent pas. Puis elles communiquent en faisant beaucoup de greenwashing. Donc elles font beaucoup de mal. C'est absolument passionnant. On arrive gentiment au terme de l'entretien. Peut-être des considérations plus générales. J'ai appris récemment que la COP27 serait sponsorisée par Coca-Cola, que les Jeux olympiques d'hiver asiatiques seraient faits en Arabie Saoudite. Est-ce que quand même on ne continue pas à marcher sur la tête ? Non, mais je crois que c'est clair, on va droit dans le mur et on n'est absolument pas en train d'aller dans le bon sens. Il n'y a pas une immense conscientisation de la population. À chaque canicule, on dit « Ah, mais vous pensez que c'est bon, c'est le tournant, les gens ont compris ». Les gens ont compris 3 heures. Ensuite, il fait froid et puis on se pose une autre question. Et puis là, c'est exactement la même chose. Je pense qu'on voit très bien où sont les intérêts. Je pense que le fait qu'on n'arrive pas à boycotter la Coupe du Monde au Qatar, qui est juste un désastre humain, écologique, au motif que c'est une décision prise en 2014, alors qu'on savait déjà très bien qu'est-ce qu'il en était, c'est un scandale et ça me dépasse complètement. Mais je pense effectivement que faut arrêter de se dire qu'on va dans la bonne direction. Entre 2010 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi importantes dans l'histoire de l'humanité. Donc, tant qu'on n'est pas dans un débat en fait de conscience, on est dans un débat de fait. Tant que la courbe des émissions de CO2 s'inverse pas ou se stabilise pas, on a absolument encore un immense chemin à faire en très peu de temps. J'ai aussi du mal avec l'idée qu'on a 3 ans pour agir. Non, on a 30 ans de retard. Et aujourd'hui, il faut vraiment mettre toutes nos forces parce que je pense que ça ne viendra pas des institutions. Je pense que le citoyen a un immense rôle à jouer aujourd'hui. Donc on a encore beaucoup de travail devant nous et je pense que Mieux aussi a beaucoup de travail. On se réjouit en tout cas de découvrir le reste des publications. Merci beaucoup d'être venu, Alexia. Merci beaucoup pour votre invitation. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez découvrir le média Mieux, il est en description de cet épisode. Abonnez-vous sur YouTube ou la plateforme audio de votre choix pour suivre Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.